Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette conférence La place du manga en France. Je suis avec Nicolas Ducot, directeur marketing et commercial de Kana, Mehdi Benraba, responsable éditorial chez Pika, Ahmed qui est en train de discuter là-bas, Ahmed Agne, directeur et président de Ki-Un, et il y a Bruno Femme qui va arriver, qui est directeur de collection chez Akata, et peut-être que tout à l'heure Grégoire Hello, directeur de collection chez Kurokawa, viendra, mais ce sera la surprise. Peut-être. Vous allez bien ? Oui, très bien. Merci. Vous aussi, vous allez bien ? Même le micro est froid, oui, c'est vrai qu'il fait froid. J'ai gardé. Ça va, Il y a Bruno qui arrive. Du coup, on a 4 micros, on se partagera les micros. Pas de souci. Déjà, un petit mot sur le livre Paris. Comment ça se passe pour vous ? Pardon, j'étais en train de boire. Ça se passe extrêmement bien. On a une auteure qui est ravie, l'auteur de l'Atelier des Sorciers, qui s'est vraiment régalée pendant ses dédicaces et aussi pendant la conférence qu'elle a eue avec toi. Donc je tiens à te le dire. Donc ça se passe très bien jusqu'à présent. Nous aussi, ça a été une super année. On a l'auteur de Momo et Le Messager du Soleil qui était là. Et c'était un peu particulier pour nous parce que c'est la première fois qu'on reçoit un auteur qui vient avec toute sa famille. Ils étaient 7. Elle est venue avec son fils de 4 ans, sa petite sœur, ses 2 parents, sa belle-mère et son mari. Et du coup, c'était génial parce qu'en interview, ça faisait des choses un petit peu différentes à raconter de d'habitude. Et voilà, très belle année. De notre côté aussi, ça se passe très bien. Bon, on n'a pas d'auteur cette année, parce que voilà, on a des plus petits budgets, mais on est toujours très content de voir nos lecteurs qui viennent nous voir sur le stand et qui semblent très contents de notre éditorial. Donc, on est absolument ravis d'être là. Ouais, tout pareil, pas d'auteur cette année chez Kana, mais la particularité de notre catalogue, c'est qu'on a un catalogue très shonen, shoujo et compagnie, donc avec notamment les scolaires et compagnie, ça marche très très bien sur le vendredi. Et samedi et dimanche, on passe plus sur notre catalogue Made-in, Sensei, familial, enfin en mode famille. Et c'est intéressant de voir justement les deux publics qui réagissent de manière différente, quoi. Et le manga, c'est en pleine explosion cette année, plus 30%. C'est bien ça ? Vous pouvez me confirmer ou infirmer ? Attends, plus 30%, enfin quoi, en 2017 En 2017, 2016. Plus 30, tu vas un peu fort là quand même, quoi. On est plus, c'est plus 14, plus 15, ce qui est déjà quand même assez énorme. Alors normalement j'ai un tableau, si on peut le passer. Voilà, j'ai ce petit tableau, tout le monde voit, qui est très beau. Effectivement, en fait, on voit on peut passer sur l'autre tableau. Voilà, on peut voir sur la bande de 2017 que en fait le manga prend beaucoup plus de pourcentage sur la version de la bande dessinée. Pour vous, c'est dû à quoi ? C'est principalement dû à l'offre éditoriale sur le manga. Notamment, il y a 2 petites séries qui s'appellent One Punch Man et My Hero Academia qui sont arrivées en 2016 et qui ont poussé très très fort et qui ont continué à pousser très fort en 2017. C'est dû à des très très gros middle. On a notamment un Assassination Classroom chez nous par exemple, qui pareil ont poussé très fort. Enfin, pendant très longtemps, le marché du manga, ça a été Naruto, One Piece, Fairy Tail, et c'était dépendant de ces 3 séries-là. Je la fais de manière un peu schématique, mais ces 3 séries-là vont moins bien, tout simplement à l'usure du temps naturel, on va dire. Mais il y a des relais de croissance donc par les séries dont j'ai parlé juste avant, et donc qui font que depuis 2 ans, le marché du manga est reparti dans des croissances assez conséquentes. Donc ouais, je suis d'accord, c'est ça, c'est qu'il y a un second souffle qui est arrivé par les gros hits que tu as cités, les 2 nouveautés. Mais il y a aussi du coup des séries qui se maintiennent très bien, comme Tokyo Ghoul ou l'Attaque des Titans, qui continuent de performer, notamment grâce à des nouvelles saisons animées. Donc tout ça tire sérieusement le marché de la BD, parce que je crois que le manga représente un peu plus de 20% de ce que les BD vendent. Donc un second souffle et puis un top 10 vraiment solide, je trouve. C'est un rebond aussi logique après quelques années difficiles pour le manga, parce qu'entre 2010 et 2015, on a connu 5 années de baisse successives. Il y a pas mal d'observateurs qui parlaient de crise du manga, mais c'était pas vraiment une crise, c'était juste un petit passage à vide, parce que les 3 séries qui portaient le marché depuis
presque 20 ans pour 2 d'entre elles, bah voilà, c'est plutôt logique quand on a des séries qui dépassent les 70 tomes, qu'il y ait un petit effet de lassitude qui s'installe. Et donc voilà, c'était pas vraiment une crise dans le sens où on n'a pas perdu de lecteurs. Les lecteurs de manga étaient toujours là, ils voulaient juste un petit peu de sang neuf et de nouveauté. Ce sang neuf est arrivé, et donc voilà, là ça fait 3 années de suite qu'on fait plus 6%, plus 10%, plus 9% d'augmentation entre 2015, 2016 et 2017. Donc voilà, là on a retrouvé les niveaux historiquement hauts de chiffre d'affaires et de vente en nombre d'exemplaires pour le manga, et tout va pour le mieux. Ouais, au-delà, de toute façon, ce que je pense aussi, c'est qu'on constate clairement aujourd'hui qu'il y a plusieurs générations de lecteurs. La première génération a pris en âge, et il y a des jeunes qui viennent, donc c'est un très bon signe, qui viennent justement sur les nouveaux blockbusters qui sont arrivés. Et on a plusieurs générations. Le marché, du coup, fait qu'il y a plus de personnes qui lisent de manga. On le voit, il y a aussi des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Il y a Komiku, il y a nous qui nous sommes relancés en indépendant. Et voilà, tout se passe bien. Il y a plus de propositions, et du fait qu'il y a plus de propositions, sur pas mal de middle sellers aussi, ça joue dans le sens de l'augmentation du marché, quoi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le middle seller? Est-ce que tu peux expliquer cette photo d'abord? S'il te Elle est plaît. bien cette photo, non? Mais ouais, les middle sellers, c'est-à-dire qu'il y a les livres qui sont dans les top ventes très vite, et puis il y a les fonds de catalogue qui tournent très bien, et des ouvrages qu'on ne voit pas forcément apparaître dans les top ventes. Bon, si je cite un exemple chez nous, il y a Orange, on a publié le tome 1 en 2014, et ben on en vend très bien tous les mois, tous les ans, et ben voilà, aujourd'hui sur 5 tomes, une série comme Orange, on en est à 150 000 exemplaires vendus. C'est sur l'année dernière encore notre meilleure vente, alors que ben voilà, c'est une série qui date de 2014. Il y a des fonds qui tournent, qui s'installent très bien et qui continuent du coup à consolider le marché au-delà justement de l'effet qu'on avait parfois sur les ventes qui étaient concentrées sur les premières semaines, sur des catalogues qui sont sains. Et ben en fait les ventes elles se continuent pendant des longs mois et des longues années, et ça c'est plutôt très positif. Juste aussi tout bêtement, grâce à cette nouvelle dynamique, il y a plus de monde qui se rend dans les rayons de manga et qui sont donc plus susceptibles de se tourner vers d'autres séries pour lesquelles ils n'étaient pas forcément venus, et ça forcément ça aide, quoi. Et puis dernier truc, le temps joue pour notre marché du manga, puisque faut savoir d'où on vient quand même. Il y a 20 ans, le manga c'était sale, c'était les fameuses japonaiseries et compagnie. Là aujourd'hui, ça l'est toujours un peu quand même. Ça l'est dépend toujours des collections. Ouais, alors ça, ouais, ça l'est, ouais. Non, mais ça il y a l'est moins de temps de ça l'est, préjugés. voilà, ça l'est beaucoup moins. Et puis bêtement, là il y en a pas mal autour de la table. Il y a des papas autour de ici là, et on n'aura pas du tout la même approche avec nos enfants sur le manga. Donc les années qui vont venir vont être des années manga, tant que évidemment il y a l'offre, principalement au Japon, quoi. Ben justement, j'allais parler sur l'image qui commence à changer du manga. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'on arrive sur tu t'as commencé à le dire, mais on arrive sur une meilleure tendance, où il y a encore de la pédagogie à faire? Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'offre éditoriale a énormément évolué ces dernières années. On est passé d'un marché où il y a 15 ans, 90% de ce qui sortait, c'était uniquement du shonen, donc du manga d'action pour ados. Aujourd'hui, on a tous dans nos catalogues des séries qui s'adressent à un public beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié que celui du cœur de cible manga. Il y en a chez tous les éditeurs, hein. Chez nous, ça va être un Silent Voice, un Cesare, un Isaac, qui sont des séries soit historiques, soit des séries à portée sociale, qui nous permettent d'avoir de nouveaux lecteurs chez les bibliothécaires, chez les professeurs d'école, et petit à petit, c'est vrai que cette barrière-là du manga qui ne s'adresse qu'à un public d'ados qui se déguise en personnages de jeux vidéo, on commence à la dépasser un petit peu. Et moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de réfractaire au manga. Il y a vraiment un manga pour tous les types de lecteurs, et c'est juste une question de mettre le bon manga dans les mains du bon lecteur. Oui, tout à fait. Après, bon, je pense qu'il y a encore des difficultés, mais même sur des gens qui sont a priori ultra réticents en genre, on le voit bien sur des salons comme Livre Paris, justement. Il y a un public qui vient, et quand ils s'arrêtent sur des stands où il y a des offres éditoriales suffisamment originales avec des thèmes un peu forts, des thèmes qui changent, ça ouvre clairement des portes. Nous, on a des ouvrages qu'on vend toujours très bien. Les Pommes Miracles, qui parlent du premier producteur de pommes bio au Japon. C'est un peu bébête mais de dire ça comme ça, hein, mais on arrive à toucher des gens qui s'intéressent à l'écologie et qui n'auraient jamais ouvert un manga. Donc les choses, elles commencent à bouger dans le bon sens, à mon avis. Alors après, je vais
toujours revenir sur des choses dont je parle souvent, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un secteur particulier qui souffre d'un problème d'image, et c'est le shoujo manga, qui est encore vraiment mal considéré globalement et qui est mal compris par beaucoup d'acteurs du marché en France, et aussi des lecteurs, des libraires, des journalistes. Là, il y a encore un gros boulot éducatif à faire, à mon avis. Non, par rapport à l'ensemble qu'il y a là, sur une journée pro comme Livre Paris, il y a quelques années, bon voilà, les bibliothécaires notamment venaient nous voir en mode vraiment, c'est quoi votre truc quoi. Alors que là maintenant, c'est vraiment déjà, ils viennent avec envie, ils viennent avec intérêt, et puis surtout ils connaissent bien plus. Donc, voilà, c'est ce que je disais au début. Pour moi, le temps joue pour le manga, et voilà toute l'espèce de diabolisation qu'il y a eu initialement, à juste titre, mais bon, on va pas refaire l'histoire du manga, est en train complètement de passer derrière nous, quoi. C'est ça, et du coup, cette diabolisation en question, elle tombe grâce à des œuvres riches qui ont pu être citées, qui sont souvent du seinen. Finalement, je pense que nous, éditeurs, on a compris ça, et c'est finalement le seinen où il y a la plus grosse profusion de titres proposés par tout le monde, parce que c'est assez loin, c'est moins codifié finalement que le shonen ou que le shoujo, comme tu disais, où il y a un gros boulot à faire, parce que c'est dur de se lancer, c'est tellement, faut être limite un initié pour réussir à apprécier. Donc finalement, c'est sur le shoujo, nous aussi, qu'on trouve qu'il y a un travail de donner des clés, en fait, des repères en fait aux lecteurs. C'est pour ça qu'on a remanié nous récemment notre charte shoujo sur nos mangas, pour donner plus de clés, pour donner en fait plus l'envie aux gens de se lancer dans cette catégorie moins accessible. Justement, on parle de catégories seinen, shoujo, shonen. Est-ce que vous savez tous à peu près ce que c'est les catégories? Est-ce que ces catégories sont encore utiles? Il y a des gens qui disaient non, qui faisaient comme ça. Alors, si je peux me permettre, nous, volontairement, c'est des mots qu'on n'utilise plus sur nos ouvrages. Alors, quand on s'adresse aux lecteurs de manga dans nos textes, pour les gens qui ont l'habitude, c'est des mots qu'on utilise. Après, si vous regardez nos mangas, on est vraiment sorti de ces catégories-là, qui, à mon avis, sont en train de trop sectoriser pas mal de choses. Et vous retournez nos mangas, et en fait, on a 3 mots-clés à chaque fois qui définissent les séries par genre, qui sont plus communs dans des genres littéraires. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre fantastique, romance, quotidien, polar, et en utilisant 3 mots-clés, on arrive à définir le contenu de nos œuvres. Parce que c'est vrai qu'en utilisant des mots japonais, shonen, seinen et shoujo, d'abord, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et du coup, on arrive avec une mauvaise compréhension de certains genres. Où voilà, par exemple, le shoujo, où le shoujo, on pense que c'est typiquement que des histoires d'amour de lycéennes. C'est pas du tout ça. Il y a plein d'autres séries. Il y a de la fantaisie, il y a des récits historiques. Si je prends un exemple, il y a Les Enfants de la Baleine qui cartonne, qui a un très beau succès chez Glénat au Japon. C'est un shoujo manga qui a été publié en France en tant que seinen. Donc bon, si on utilise des mots japonais, je trouve ça toujours un peu compliqué de mal les utiliser. En fait, la réalité du marché français n'est pas la même que la réalité du marché japonais, évidemment. Mais voilà, je pense qu'avec des étiquettes qui finalement ne sont pas claires pour tous les intervenants, et notamment certains libraires et certains documentalistes qui peuvent s'y perdre un peu, on a intérêt à revenir vers des catégorisations à la française, à l'occidentale, qui vont, à mon avis, permettre de sortir un peu de certains... Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que les catégories shonen, seinen, shoujo sont très imparfaites et sectorisent assez mal les différents types d'ouvrages qu'on peut proposer au public. Malheureusement, il y a une vérité qui s'impose à nous, c'est que ce sont les 3 catégories qui sont imposées en point de vente. Et aujourd'hui, chez n'importe quel libraire généraliste ou spécialisé, les mangas sont rangés dans des rayons shonen, shoujo et seinen. Et par la force des choses, on est aussi obligé de suivre un petit peu ce qui a été imposé en point de vente. Mais c'est vrai que c'est pas toujours représentatif de la catégorie d'origine au Japon. C'est vrai que c'est pas toujours représentatif de l'œuvre en elle-même. Du coup, chez Kiyun, on prend très souvent le parti pris de déclasser des choses par rapport à leur classification d'origine. Des choses qui sont classées shonen au Japon sont seinen chez nous, et parfois l'inverse. Pour être le plus proche possible du ressenti du public. Mais effectivement, c'est imparfait. Alors, je vais juste expliquer ce que c'est le seinen, shonen et shoujo. On va commencer par le shoujo. Effectivement, c'est souvent l'histoire faite pour les jeunes filles. Le shonen, je vais très vite, mais c'est pour être... mais comme on l'a dit tout à l'heure, on peut déclasser aussi. Le shonen, c'est fait pour les jeunes garçons. Et le seinen, on va dire, c'est un peu plus adulte,
jeune et adulte, où il y a beaucoup plus de choses dedans, quoi. Et je vais très très vite dans la classification, mais Sachant là- que donc de facto c'est faux puisque les shonen sont lus aussi bien par les garçons que par les filles, qu'il y a énormément de lecteurs masculins de shoujo Ouais. et voilà. je suis allé très très vite sur le truc, mais à la base, vu qu'on parle des classifications, du coup, ça n'a plus aucun intérêt que je réexplique, quoi. Mais il fallait que je dise pourquoi on utilise des mots. Du coup, dessus, vu qu'on essaie de déclassifier et tout, est-ce que du coup, en France, le marché est plutôt prospère à se dire bon bah voilà, en fait, c'est un manga en lui-même et je le consomme en tant que manga. À tous les niveaux, c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, bah, en fait, on va plus s'attarder sur un titre et moins sur la classification. À la base, le manga, il marche aussi parce que justement, il est différent. C'est pas de la BD, ça se lit de droite à gauche. Les parents, ils comprennent rien. Petit format. L'ADN même du manga a fait son succès en France par son côté iconoclaste à la base. Après, bon, encore une fois, le marché, il a 20 ans maintenant, donc ça va être de moins en moins vrai. Il devient de plus en plus banal, entre guillemets, sur tous ces points-là, quoi. Donc, à voir dans les années à venir sur le sujet, je sais. Après, tu parlais de la catégorisation, c'est ça? Du coup, je pense que les filles n'ont pas de problème à aller lire du seinen, du shonen, du shoujo, il n'y a pas de souci. Souvent, c'est marrant, on le voit bien sur les stands, hein. Des fois, au moment où il y a des garçons qui arrivent, ils regardent notre stand, ils disent « Ah, mais là, ils font du shoujo » et puis ils s'en vont. Ça veut dire qu'on a encore cette image que les garçons ne vont pas lire de shoujo. Alors on fait un gros travail justement pour proposer des shoujo qui peuvent toucher un public mixte. Mais c'est vrai que je pense que on a toute une partie du lectorat masculin qui a encore un peu de mal à aller sur le genre shoujo manga. Il faut dire qu'on a souvent des catégorisations qui fait que c'est très rose dans les labels, etc. Ce qui fait que c'est pas forcément facile d'accès dans une société qui est quand même vachement marquée encore aujourd'hui. Le fait d'avoir des trucs qui sont toujours très roses avec des petits cœurs, ça aide pas forcément les garçons à venir vers le shoujo. Mais après, on va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt. C'est souvent des titres faits par des filles pour des filles, donc il faut aussi le proposer. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a une telle diversité dans le shoujo qu'il faut aussi, qui mériterait pas l'étiquette de shoujo d'ailleurs, et qui peuvent très bien être lus par les garçons, comme un Orange, comme un Perfect World, ou comme on peut parler aussi de Levi, en fait, le spin-off de l'Attaque des Titans, qui a été publié dans un magazine shoujo au Japon. Nous, on l'a mis sous l'étiquette seinen, et je suis sûr que le lectorat est mixte, parce que le héros, il se trouve que c'est vraiment un beau gosse, et à mon avis, les filles s'y retrouvent, et les scènes d'action sont hyper efficaces, donc les garçons s'y retrouvent, et les filles aussi. Donc voilà, je pense que il faut proposer une diversité, et chacun s'y retrouvera. C'est sûr qu'il faut proposer une diversité. Après, je sais pas c'est un peu hypocrite de dire ça de ma part, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que des lecteurs masculins ne s'intéressent pas a priori à des histoires d'amour. Alors après, il y a des histoires d'amour dans le shonen manga, mais ce qui est marrant, c'est que justement, on en arrive à des moments où, on entend toujours que, par exemple, on entend plein de gens dire « Ah bah Lovina, c'est un shoujo manga », parce que c'est des histoires d'amour. Et en fait, non, Lovina, c'est clairement un shonen manga. Donc c'est là où c'est marrant, sous prétexte que c'est une histoire d'amour, on va automatiquement le classifier en shoujo manga, alors qu'il y a plein Juste parce qu'on voit un petit truc pour aider les lecteurs à différencier. Quand on a un personnage principal masculin qui est entouré d'une douzaine de jeunes filles, en général, c'est pas un shoujo. Ah bon? En tout cas, une chose est sûre, le public français, lui, on va parler des ventes et des parts de marché de ces trois genres-là. Clairement, le shoujo souffre pas mal en termes de part de marché, puisque sur 2017, ça représente 8% seulement des ventes de manga. Le shonen, qui est le genre blockbuster et la porte d'entrée facile, entre guillemets, dans le genre manga, est à 68%, et le seinen à 24%. Donc clairement, les lecteurs... préfèrent le shonen. Notre cœur de cible, c'est le shonen, et voilà. Mais via le seinen, en fait, on peut, et c'est moi je trouve personnellement la partie la plus intéressante de mon métier, c'est d'aller chercher des gens qui ne lisent pas du manga, parce qu'ils vont se retrouver avec un thriller comme chez nous là, avec Museum, ou un manga plus historique comme Isaac. Voilà, je pense qu'on va réussir à s'éloigner un petit peu des codes du manga, là où le shonen est très codifié pour le coup. Justement, j'allais venir sur comment on va chercher de nouveaux lecteurs. Mais est-ce en cherchant des nouveaux lecteurs, on est obligé de passer par diversification? C'est-à-dire que par exemple, je pense à la collection Kids, à la collection du coup shoujo seinen un peu plus poussée,
ou à ou faire des créations originales, est-ce que du coup on est obligé de tendre vers là pour aller chercher de nouveaux lecteurs? Chercher des nouveaux lecteurs, ça veut dire chercher des lecteurs souvent adultes qui ne sont pas forcément connaisseurs ou spécialistes du manga. Et c'est sûr que ce lectorat de père de famille, de mère de famille de 45 ans a quand même, dans l'absolu, très peu de chances de s'intéresser à My Hero Academia. J'aimerais bien, mais il y a peu de chances. Mais oui, la diversification des thématiques, les mangas historiques, les mangas avec une appétence sociale ou des mangas purement poétiques, avec ces titres-là, oui, on est susceptible d'accrocher un nouveau public. Et tous les éditeurs, depuis quelques années, font des efforts de communication considérables. Des efforts dans le choix des titres, des efforts dans les salons dans lesquels on est présent, parce qu'on est à Livre Paris aujourd'hui, qui est un salon qui était plutôt déserté par les éditeurs de manga il y a encore une dizaine d'années. Donc voilà, c'est faire des efforts pour aller en direction de ce public-là. J'en ai un exemple très simple. Nous, l'an dernier, on a lancé un manga qui s'appelle Reine d'Égypte, qui raconte l'histoire d'Hatshepsut, la première pharaon de l'histoire égyptienne. Et on voulait absolument parier sur cette thématique égyptienne parce que, fan ou pas de manga, on peut s'intéresser à l'histoire d'un personnage comme celui-là. Et on a eu énormément de badauds, de gens qui passaient devant le stand et qui ont été arrêtés par l'aspect temple égyptien du stand, et qui ont découvert dans un second temps que c'était un manga et qui se sont dit ça m'intéresse quand même suffisamment pour que j'essaye et que je donne sa chance au produit. Après, c'est toujours pareil, la question de la diversification et d'aller chercher des nouveaux lecteurs. Il y a deux manières de l'envisager. Il y a la manière, j'ai envie de diversifier, d'aller chercher des nouveaux lecteurs, donc je cherche des titres pour mettre une dynamique éditoriale, où il y a aussi la manière, j'ai trouvé un titre qui me plaît, j'ai envie de le publier, comment je fais pour aller chercher le lectorat qui va correspondre. Je pense que c'est les deux démarches qui sont complémentaires, mais c'est ce qui s'est passé pour nous en fait quand on a créé le label What the Fuck, où on publie des choses un peu improbables, et on avait trouvé plein de bouquins qu'on avait envie de publier. Ça veut dire qu'on n'a pas été chercher des livres pour créer un label What the Fuck. On a trouvé des titres qui nous plaisaient, du coup on a créé le label What the Fuck, et du coup ça a aussi mis derrière une dynamique éditoriale. Donc il y a une double dynamique entre ce qu'on trouve, l'envie de diversifier, et comment on fait pour vendre ce qu'on a trouvé, qu'on a envie de publier, et comment on le présente en français en fait. Et du coup c'est marrant parce qu'on parle de salons un peu originaux et de manière de vendre. Depuis l'année dernière, je prends un stand au Hellfest pour présenter la collection What the Fuck. Oui, non, tout est dit. Après, là, c'est au niveau édito, au niveau marché en tant que tel. Le marché, il est super sain. Alors, non pas pour aller chercher des nouveaux lecteurs vers les plus âgés, excusez-moi, mais plutôt vers les plus jeunes. Et vers les plus jeunes, en fait, il se fait entre guillemets naturellement. Il se fait naturellement parce qu'il y a la logique du petit frère, de la petite sœur qui va lire ce que lit le grand et tout ça. Il y a la logique de l'animé, évidemment. Sur le manga, au Japon, c'est ce qu'on appelle du 360, c'est-à-dire que ça départ par le manga papier, et après c'est décliné en animé, puis surtout tout un pan merchandising et compagnie. Et l'animé, évidemment, ça va toucher les plus jeunes également sur un autre public. Donc la différence entre le manga et la BD, je connais bien la BD puisque je suis dans un groupe très BD, c'est que la BD a du mal justement à se renouveler, à aller chercher un jeune lectorat, alors que naturellement en fait le manga le fait. Donc oui, génial, évidemment, d'aller chercher entre guillemets des plus âgés, mais notre grande chance et notre grande force, c'est surtout que, suffit de venir là encore une fois le vendredi, que ce soit chez Pika, chez Kiyun, chez Kana et compagnie, les gamins ils courent vers nous parce qu'ils courent chercher du shonen manga et compagnie, parce que ils l'ont vu à la télé, ils l'ont vu sur le web, ou ils l'ont vu entre les mains du grand frère ou de la grande sœur. Et en ça, je trouve que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et également en fait. C'est ça, c'est que les gamins qui courent à nos stands, qui connaissent déjà nos séries, les initiés, notre cœur de cible, qui connaissent déjà les animés, qui savent exactement où la série en est et tout, ça finalement on leur donne ce qu'ils veulent lire, et c'est très bien, mais c'est aussi d'autant plus intéressant d'aller chercher donc ce lectorat qui est même pas réfractaire en manga. En fait, je pense que je me mets à leur place, ils vont au rayon manga, il y a de quoi être perdu. Même nous qui suivons de près le marché, il y a une telle profusion d'offres que c'est dur de s'y retrouver. Donc nous, on favorise aussi l'écran avec notre collection Pika Graphique, où là, on met des mangas en grand format, un peu classieux, qui répondent à une charte très précise, pour encore une fois donner des repères aux gens quand ils vont en librairie, ou même aux libraires eux-mêmes, qui essaient d'être séduits par une ligne éditoriale qui est dans un écran très défini, donc là, le grand format en l'occurrence, avec un contenu qui peut plaire aux lecteurs de BD.
Donc voilà, ce qui est génial, c'est que, enfin, au Japon, quand on voit toute l'offre qu'il y a vraiment des mangas pour tous les goûts. C'est à nous de piocher de façon très consciencieuse et de, comme tu le disais, se demander comment on allait, quelle va être en fait l'approche pour aller chercher le lecteur qu'on espère toucher. Du coup, vous avez tous des démarches équivalentes, en fait, sur comment aller chercher le lecteur, que ce soit sur des collections, etc., mais avec des approches différentes qui est assez intéressante. Mais on va revenir quand même au fondement même. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec les Japonais maintenant? Bah oui, parce que tout vient de là, quand même. Y a-t-il des Japonais dans l'assistance? Moi, mes éditeurs sont partis, je peux y aller. Ah non, c'est filmé ton histoire, là. Ouais. Je ne dirai rien. Non, c'est pas plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup plus de... la concurrence est de plus en plus sévère. Et même si on est tous assis autour de cette même table et qu'on s'entend a priori bien, bah voilà, on a tous des poupées vaudou des uns et des autres dans nos bureaux respectifs. Non, la concurrence est vraiment de plus en plus sévère. Et ce qui est très compliqué, c'est que les éditeurs japonais qui, jusqu'à il y a quelques années, jouaient quand même pas mal le jeu de la fidélité éditoriale, c'est-à-dire que quand tu avais découvert un auteur et que tu l'avais à peu près bien travaillé, tu pouvais avoir la quasi-garantie de continuer à travailler son catalogue. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. C'est vrai que les éditeurs japonais, pour une grande partie d'entre eux, sont de plus en plus dans le jeu des enchères, et souvent, c'est celui qui met le plus d'argent sur la table qui récupère le titre. Voilà. Nos ayants droit japonais ont très bien compris comment fonctionnait le marché français. Et en effet, voilà, là, ils ont un département des droits étrangers et il fait son boulot, en effet, c'est-à-dire de récupérer, entre guillemets, le plus d'argent possible à l'international. Après, par contre, pour ta question initiale, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de travailler avec les ayants droit japonais aujourd'hui. Moi, j'ai commencé il y a 8 ans chez Kana. On travaillait énormément, notamment avec un certain Shueisha. C'était très 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 compliqué sur la partie marketing et commerciale de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a ouvert beaucoup de choses, beaucoup de voies. J'en ai ouvert pas mal de mon côté aussi, et c'est quand même beaucoup plus simple de faire passer pas mal de choses, quoi. C'est ça, le terrain maintenant est pas mal balisé depuis le temps que le marché existe et qu'il est très très effectivement féroce. Du coup, il y a beaucoup d'exemples auxquels les Japonais peuvent se référer en termes de stratégie, de concept, de couverture, de collection, d'approbation, que c'est effectivement beaucoup plus fluide. Non, c'est pas mais des exemples tout bêtes. Il y a quelques années, quand on voulait changer un concept de couverture pour la France, c'était la croix et la bannière, quoi. Fallait s'y prendre 6 mois en avance, leur expliquer pourquoi la couverture ça allait pas pour le marché français, leur expliquer que la culture c'était pas la même, la sensibilité c'était pas la même. Aujourd'hui, il faut 5 mois plutôt. Ah, ça dépend. Non, mais des fois ça va en 2 semaines. Moi, c'est bouclé des fois, quoi. C'est plus facile. Il y a des process où c'est habitué, ça coule plus dans des petits trucs du quotidien où on passe moins de temps à valider certaines choses quand même. Ça va plus vite. Du coup, heureusement que ça donne ça. Et du coup, grâce à ça, en fait, vous avez de plus en plus de mangas. Mais maintenant, on arrive sur... il y a beaucoup de mangas qui arrivent au Japon et en France. Mais le marché français, avec les mangakas français, on en voit, il y a des créations originales qui se créent. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu sur Pika qui avait commencé avec... même si on avait d'autres avant, mais avec Renault qui... Oui. Du coup, est-ce que le marché français était aussi propice, du coup, maintenant, au manga made in France? Je pense effectivement que des mangakas comme Renault font figure de pionniers en France pour dire que c'est pas un art qui est réservé aux Japonais, en fait, et que maintenant les Français, et encore plus de nos jours, ont de moins en moins à rougir de la comparaison avec les mangakas japonais. Donc nous, oui, Renault, c'est une grande fierté avec sa série Dreamland. Voilà, c'est le manga français qui a le plus de succès, qui a maintenant 12 ans d'existence. Enfin voilà, c'est énorme. Du coup, nous, on s'emploie à développer ça. C'est pas le même schéma que les achats de licences qu'on peut faire. C'est beaucoup plus chronophage, c'est beaucoup plus... En même temps, on maîtrise tout, et en même temps, le schéma économique aussi est assez complexe à atteindre pour que tout le monde s'y retrouve. Mais je trouve ça plutôt sain de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes auteurs qui se lancent, qui sont de plus en plus pros et qui ont vraiment faim.
Donc ça, je pense que ça va être de plus en plus le cas et c'est tant mieux. Ça, c'est l'évolution naturelle du marché. De toute façon, le manga, c'est un phénomène qui a au niveau mondial, pas seulement qu'en France, qui a tellement touché de jeunes lecteurs que c'est tout à fait normal aujourd'hui, presque 30 ans après l'éclosion du marché en France, de voir des jeunes artistes qui ont des velléités de devenir mangaka. Ça dépasse du cadre du manga. Il y a des musiciens qui ont été influencés par l'esthétique manga, il y a des cinéastes, il y a des créateurs de mode, et donc voilà, les créateurs français aujourd'hui sont tout aussi légitimes que les Japonais. Et ce qui est marrant, c'est que les Japonais eux-mêmes en sont très conscients et qui sont très intéressés par tout ce qui se fait en matière de création originale à l'étranger, qu'ils ont commencé à lancer des concours de mangas internationaux depuis de longues années maintenant. Et qui sont tout à fait conscients que l'avenir du manga, c'est peut-être aussi ces jeunes auteurs à l'étranger qui vont raconter de nouvelles histoires, qui ont intégré les codes du manga et qui vont raconter leurs propres histoires. Alors on va accueillir Grégoire et Hello. On peut applaudir aussi. On n'a pas été applaudi. On n'a pas été applaudi, vous serez applaudis après pour votre grand discours. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur le manga français? Parce qu'il y a aussi du manga français chez Kana. Oui, il y a du manga français aussi chez Kana. Après, il ne faut pas se voiler la face non plus. Il y a quelques figures de proue, entre guillemets, mais c'est dur, le manga français jusqu'à présent. Malheureusement, on n'a quand même pas énormément de grosses réussites sur notre marché. Donc, encore une fois, il n'était peut-être pas suffisamment mature pour le faire. J'allais poser la question, effectivement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on doit continuer? Enfin voilà. Entre fonctionner et continuer, c'est pas la même question, mais le fonctionner, en tout cas, oui, non, jusqu'à présent, on n'a pas, encore une fois, il y a quelques exceptions, mais malheureusement, la plupart des mangas à la française, entre guillemets, n'ont pas trouvé un grand public. Après, au-delà de ce qui est publié en format vraiment manga noir et blanc, il y a aussi pas mal de dessinateurs de BD franco-belges qui ont proposé des œuvres qui ressemblent ou qui sont clairement influencées par cette esthétique-là. On peut citer chez Delcourt une série comme Les Légendaires, qui est une bande dessinée jeunesse en format cartonné, mais c'est incroyable les ventes des Légendaires en France. Donc il y a quand même des choses qui se passent. Jenny, à l'époque où elle avait fait Pink Diary, ça avait très très bien fonctionné aussi chez Delcourt. Il y a des choses au-delà du petit format noir et blanc. Il y a des influences. On en est au tout début. Tout ça, pour moi, c'est un vrai laboratoire en ce moment. C'est assez excitant de voir comment tous les auteurs du monde entier sont en train de s'influencer. Et je pense que ça va bouger dans les décennies qui viennent, clairement. Alors, c'est un peu compliqué de rentrer comme ça, parce que je ne sais pas ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit. Alors, on en est où là de la sur le manga français? Le manga français. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec le concept de manga français, tout simplement parce que les gens s'imaginent beaucoup. Ah bah oui, mais c'est à l'envers, c'est en noir et blanc, donc c'est du manga. Mais pour moi, la spécificité du manga, et on peut avoir ce débat, peut-être que vous l'avez déjà eu tout à l'heure, c'est pas tant une question de format, c'est une question de processus éditorial. C'est-à-dire que tu peux avoir un Français qui va dessiner petit, noir et blanc, mais il n'y aura pas eu quelqu'un toutes les semaines derrière lui pour lui dire « Ah, cette page-là, elle n'est pas bien, tu la refais. Là, cette héroïne-là, on la tue parce que les gens l'aiment pas. Là, non, c'est trop sombre, mets un gag entre deux. » Enfin, il n'y aura pas eu ce processus éditorial qui est très spécifique au Japon et qui, à mon sens, explique d'ailleurs pourquoi les mangas japonais seront toujours supérieurs aux mangas des autres pays, parce que ce processus éditorial n'existe pas. Et on a tous en tête le très décédé Tokebi qui a tenté de balancer plein de mangas coréens, et sans connaître la nationalité des bouquins, les gens lisaient et disaient « Ah, c'est pas pareil, il n'y a pas le même tempo, et ça marchait pas du tout. » Et la spécificité du manga, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement feuilletonnant, et ce côté feuilletonnant, on l'obtient parce que justement, chaque semaine, il faut lâcher un truc. Et pour moi, à part Last Man, qui avait décidé dans son mode de production d'essayer justement de dessiner en chapitre en s'imposant un emploi du temps extrêmement serré. Toutes les semaines, ils essayaient de sortir un chapitre à la japonaise. Voilà. À mon sens, c'est le seul manga français qui a essayé de s'imposer les méthodes de travail du manga. Et même Taniguchi, qu'on dit Taniguchi il fait pas du manga, il fait de la BD. Taniguchi, toutes les semaines, il y avait un gars derrière lui qui disait non, le gourmet solitaire, là, t'as déjà fait des nouilles la semaine dernière, cette semaine, tu vas faire du porc pané. Donc, même lui a eu son responsable éditorial derrière lui qui lui disait ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est possible en France? Un tout petit peu.
parce qu'il y a quand même une partie de plus en plus importante de la production japonaise où justement les auteurs ne se retrouvent plus dans ce mode de production-là. Et nous, ça nous a beaucoup servi d'ailleurs, puisque chez Kiyun, depuis 2004, nos tout premiers titres sont des titres de création originale. C'est-à-dire qu'on est allé au Japon rencontrer des déçus du système, entre guillemets, pour signer des contrats directement avec eux et développer des mangas de création originale. Et c'est de plus en plus facile de trouver ce type d'auteur aujourd'hui parce que voilà, ils estiment qu'ils ne sont pas assez libres dans leur processus de création et qu'ils ne peuvent pas raconter les histoires qu'ils ont envie de raconter dans ce carcan-là. Je prends l'exemple de Tetsuya Tsutsui, par exemple, qui est l'auteur de Dead Hunt, Manhole, Poison City et Prophecy chez nous, qui a présenté ses œuvres aux éditeurs japonais et qui a été refoulé par toutes les maisons parce que, sous le prétexte que, comme le héros de son manga était un grand méchant, les lecteurs n'arriveraient jamais à s'identifier à lui. Ça tombe bien, en France on aime bien les salopards, donc on a récupéré son manga et on a connu un très très beau succès. Et petit paradoxe, justement, ce manga Dead Hunt a été publié en France en août 2004, donc il y a... J'ai perdu mon jeu, merci. En août 2004, et il a été repris par un éditeur japonais par la suite. Donc c'est de plus en plus possible aujourd'hui de travailler dans ces conditions-là. Et même chez toi, un grand succès comme One Punch Man, c'est quelque chose qui a été créé dans des conditions complètement hors processus de création classique. Oui, mais il est ensuite repris par l'industrie, c'est-à-dire que c'est ça, tu ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire que on a toujours, oui, effectivement, des gens qui ont soit des blogs BD, même au Japon, des blogs BD qui ont été repris, le phénomène d'Internet publié, etc. Mais au final, tu te retrouves à devoir subir, entre guillemets, encore ce système si tu veux le succès. Parce que si tu veux t'affranchir de ça, tu es obligé aussi de sortir t'es obligé de sortir du système. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que en France, ça marcherait si on fait ça, un truc feuilletonnant, avec un éditeur particulier pour du français? Est-ce que c'est une possibilité ou c'est hors norme? C'est ce qui se fait déjà. Nous, dans nos créations originales, avec des auteurs français ou avec des auteurs japonais, on a un mode de production exactement à la japonaise, où on a un éditeur qui suit l'auteur chapitre par chapitre, qui a des réunions ponctuelles avec son auteur. On est peut-être moins dirigiste que les Japonais peuvent l'être, parce que c'est dans notre culture aussi de laisser un petit peu plus de place à l'auteur. Mais c'est un peu la même chose. C'est déjà le cas. En fait, c'est aussi ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les auteurs que nous on a chez Pika sont dans cette mentalité, respectent beaucoup le schéma de production japonais, même s'ils n'ont pas leur assistant, ils respectent beaucoup le côté feuilletonnant de la chose, ils se mettent la pression pour que chacun, la fin de leur chapitre se finisse en cliffhanger qui claque. En fait, dans leur tête, ils sont dans un magazine. Et nous, en plus, on leur réclame leur chapitre de façon assez régulière, on va pas toquer à leur porte parce qu'ils habitent pas Paris, mais on pourrait le faire. Mais en gros, je trouve que voilà, les auteurs, même chez d'autres concurrents, de ce que je peux lire, sont déjà dans cette mentalité. Et du coup, je trouve que c'est assez efficace pour le coup. Je vais revenir aussi sur la diversification, sur les marques, etc. On voit qu'il y a la création française qui arrive, mais il y a aussi du coup des créations originales directement, soit importées du Japon, ou soit des créations originales avec d'autres labels. Le marché est mature. Est-ce qu'on doit aussi passer par là pour encore proposer d'autres choses ? Moi, déjà, pourquoi on fait de la création originale chez Kiyun ? Parce qu'on aime ça, parce qu'on est des fans et que travailler avec les auteurs, c'est ce qui nous satisfait le plus éditorialement. Ensuite, il y a ce qu'on disait tout à l'heure du travail avec les éditeurs japonais. L'achat de licence, c'est très confortable parce que le risque éditorial est assumé par les Japonais et on a juste à choisir ce qui nous plaît au Japon, à acheter ce qui nous plaît. Voilà, ça c'est le schéma un peu caricatural et facile, mais c'est aussi très très aléatoire parce qu'on est dépendant des ayants droit et que du jour au lendemain, l'ayant droit peut décider que il n'a plus envie de travailler avec vous ou que il va filer la prochaine série de tel auteur à succès à un autre éditeur. Et je pense que c'est important d'être indépendant dans une certaine mesure. Donc nous, on a décidé aussi pour ça de faire de plus en plus de créations originales, pas d'arrêter de faire de l'achat de licence, hein, mais d'avoir des œuvres qui nous appartiennent vraiment à 100%.
pour que le jour où le propriétaire décide de nous mettre à la porte, on ne se retrouve pas complètement démunis, tout simplement. C'est plus dur, ça coûte beaucoup plus cher, c'est des sorties de trésorerie très très en amont, mais c'est aussi beaucoup plus satisfaisant quand on a un succès de création originale, de savoir qu'on ne doit qu'à nous-mêmes quelque part. J'imagine que tu fais référence à Trait de famille. Oui. Alors Trait de famille, c'est encore autre chose, c'est que c'est un livre qui n'existait même pas, qui part d'un concept. On est même au-delà du manga en fait. Pour ceux qui connaissent pas le concept de l'ouvrage, il s'agit en fait d'un Français qui habite au Japon depuis plus d'une dizaine d'années et qui travaille dans l'animation japonaise, qui est un des plus grands designers contemporains de l'animation japonaise aujourd'hui, qui a bossé, il a refait les robots dans Macross, il a fait les décors de Phoenix Wright, il a fait les vaisseaux de Space Dandy, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très demandé. Et il a 2 enfants qui un jour dessinent des monstres et il se dit tiens, je vais les redessiner, ça va être marrant. Et le concept explose sur internet et forcément, comme c'est un copain, je lui propose de faire un bouquin. Et ça sort en recueil. Mais c'est un bouquin qui n'existait pas et qu'on a voulu créer. Mais c'est une création originale, certes, mais qui part d'un concept qui était déjà existant. On lui a pas dit tiens, ce serait bien que tu redessines les dessins de tes gamins. C'est quelque chose qui existait et qu'on s'est dit tiens, on va en faire un livre, ça peut peut-être intéresser les gens. Le concept est charmant. Donc je pense que c'est pas forcément la même démarche. Mais après, pour aller dans le sens d'Ahmed, je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement un marché qui est suffisamment ouvert pour pouvoir proposer des choses originales qui ne sont pas forcément passées à la télé au Japon. C'est sûr. Mais encore faut-il que les gens soient suffisamment curieux pour y aller. Parce qu'il y a aussi un mode de consommation, on ne va pas se mentir, qui est assez particulier pour le manga. C'est-à-dire que les gens en entendent parler sur Internet parce qu'ils ont lu des versions pirates. Leurs copains leur disent que c'est bien. Et une fois que ça sort en France, ils disent ah oui, le truc là, mon pote m'en a parlé, il a déjà lu les 150 premiers chapitres, il paraît que c'est pas mal. Donc forcément, quand tu arrives avec un truc qui n'a pas été validé par ce que j'appelle le Japon-sama, c'est un peu plus compliqué. Mais il suffit que quelqu'un le lise et dise c'est sympa pour que tu puisses avoir un petit effet boule de neige. Mais tu es dans une optique de proposer une œuvre qui n'est pas, par exemple, validé par les Américains ou les Portugais. Parce qu'aujourd'hui, les fans de manga aussi, ils sont sur des réseaux sociaux où tout le monde se parle un petit peu en anglais, semi-japonisant, où tu vas critiquer le dernier épisode, parce qu'avec le simulcast, tout le monde les connaît, tu vas critiquer le dernier épisode avec des Italiens, des Espagnols, qui vont dire ah, le dernier Yuri on Ice, il était mortel, et l'autre va dire mais non, cabron, c'était pourri. Derrière, tu vas avoir un Argentin qui va dire moi j'ai trouvé ça mortel. Donc il y a une telle globalisation que si tu proposes un truc original, tu vas être un peu moi en France j'ai acheté Momo, c'était super et voilà, et les autres vont dire ok, Momo, connais pas Momo, c'est quoi Momo, et il va dire c'est un manga mais ça sort en France et tout, et les autres vont dire non, je connais pas. Justement, tu fais le pont sur ce que je voulais passer. Mais oui, je suis le pont. Tu es le pont, le pont. Le pont de Livre Paris. Sur la globalisation, justement, en fait, maintenant, en fait, avec les réseaux sociaux, tout s'étend, tout s'expand. Est-ce que du coup, ça change la donne aussi pour vous ? Après, je trouve ça un peu caricatural comme discours quand même. Ça veut dire qu'en France, on a une telle diversité. On a quand même, dans tous les pays du monde, une offre tellement variée qu'on a plein d'ouvrages qui ne sont pas forcément des best-sellers au Japon et qui arrivent quand même en français. Et on arrive à les imposer. Et je pense même, en termes de globalisation, moi je regarde quand on fait des annonces sur Twitter, il y a souvent des Espagnols, des Italiens qui disent « Oh là là, ils font ça en France, nous on l'a pas chez nous » et que c'est pas forcément des titres très très connus au Japon. Donc ouais, après les réseaux sociaux, tout ça c'est un peu piège. Si j'écoute les réseaux sociaux, mon bouquin qui s'appelle Tu seras un Somo mon fils, c'est un best-seller, il est dans les top ventes. J'en ai pas passé tant que ça, alors quand on a annoncé le bouquin, tout le monde en a parlé. Donc c'est un peu... Ouais, c'est un peu compliqué. C'est pas ce que j'ai dit. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais sur la globalisation... Mais il y a une globalisation. Il y a une globalisation, mais... Le dernier épisode de Dragon Ball est diffusé à la télé. Au Japon, 1 heure après, tout le monde le critique. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en création originale, moi, j'ai pas du tout la prétention de faire un My Hero Academia. C'est impossible. Parce que les Japonais... C'est pas non plus ce que j'ai dit. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas, c'est que les Japonais ont des véritables machines de guerre qu'ils ont construites,
à la force de leur sueur. Mais ils ont la possibilité, quand ils lancent des licences fortes, de travailler tout de suite avec un éditeur de jeux vidéo, avec un studio d'animation, avec des fabricants de goods, ce qui leur permet d'imposer au niveau mondial leur marque de manière très rapide et très efficace. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. L'optique, c'est de dire qu'avec de la création originale, des middle sellers, des titres qui se vendent entre 20 et 50 000 exemplaires. On sait qu'on peut les faire parce qu'on l'a déjà fait par le passé, on en a plusieurs au catalogue. Et ça coûte tellement cher d'acheter un middle seller aujourd'hui, vu la concurrence féroce qu'on se livre tous, que ça coûte tout aussi cher de faire un ouvrage de création originale. Et donc, à tarif équivalent, j'ai envie de dire, c'est plus intéressant de mon point de vue d'avoir quelque chose qui m'appartient et que je pourrais revendre à des éditeurs de manga dans le monde entier, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Chine, etc. Mais oui, évidemment, le but n'est pas de rivaliser avec un Shueisha et un Kodansha. On n'a pas du tout cette c'est absolument pas ce que j'ai dit. Au contraire, ce que je voulais dire, c'est que c'était plus compliqué d'imposer quelque chose qui n'a pas été validé par tes amis du monde entier. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire. On n'a pas ce ressenti-là, en tout cas. En tout cas, tu voulais parler, Nicolas? Non, mais juste pour rebondir sur ce que dit Ahmed, stratégiquement, en effet, c'est vraiment l'image, c'est le propriétaire-locataire. Hein, et il ne faut jamais oublier que tant qu'on est dans un système de licence, on est locataire. Et on a vu il y a quelques années maintenant, les éditions Kazé, en l'occurrence, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont été rachetées par la Shueisha Shogakukan. Enfin voilà, chez nous en tout cas, il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès, en effet, de se dire... dans 3 ans, est-ce qu'on est encore là? Parce qu'en effet, si nos gros faiseurs que sont Shueisha, Kodansha, Shogakukan, Square Enix décident de changer de stratégie, en gros, on a beau avoir Naruto et compagnie, il restera pas grand-chose de nous derrière. Donc le discours d'Ahmed, qui est en plus accessoirement le fondateur de sa maison, s'entend particulièrement bien. Après, oui, désolé, je fais un peu le résumé de tout ça, mais ils ont une force de frappe qui est juste incomparable, et que nous, chez Média Participation, qui sommes un grand groupe BD, donc pareil, on est dans une logique 360 et compagnie, on est des nains de jardin par rapport à ce qu'ils sont capables de déployer au niveau international. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de faire la comparaison, mais quand même, moi, personnellement, en tout cas en création originale, ce qui m'intéresse le plus, c'est forcément, je pense pas que une nouvelle voie, c'est de développer avec les auteurs japonais. Je pense qu'on a énormément à faire avec nos auteurs français. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant de montrer justement aux Japonais que nous aussi, que nos auteurs aussi ont tellement été gavés de mangas qu'ils arrivent à faire des choses aussi qualitatives qu'eux. Et il y a d'autres schémas possibles, c'est-à-dire que effectivement avec un manga français, on ne va pas passer par le côté validé par tout le monde parce qu'il y a un animé, parce que ça buzz, parce que les gens en parlent dans les forums. Si tant est que les jeunes utilisent encore les forums, je ne sais pas. Mais par contre, il y a d'autres schémas possibles, comme la fanbase qu'un auteur peut avoir. Un auteur comme Renaud, il a une communauté, mais qui le suit partout, et c'est vraiment, là, je trouve, un exemple à suivre pour se développer. On peut avoir, en fait, nous, ce qu'on essaie en fait d'avoir, c'est d'avoir plein de petits Dreamland comme ça, avec des auteurs français qui transpirent leur passion, qui ont une énergie communicative, et petit à petit, c'est des séries qui durent plus de 10 ans, quoi. Donc on espère la même chose pour nos prochains lancements. On parlait rapidement de groupe. Est-ce qu'il y a une différence du coup d'être dans un groupe, comme bam, je mets le pied dedans, d'être dans un groupe ou d'être indépendant? Est-ce qu'il y a une épée de Damoclès ou pas du tout? Du coup, je prends pour Kurokawa, pour Kana ou même pour Pika. Et en indépendant Kyonakata. Est-ce qu'il y a une différence? J'en sais rien. Oui, j'imagine forcément, puisque on va dire qu'Ahmed est son propre contrôleur de gestion, alors que moi j'ai un contrôleur de gestion qui répond à mon groupe. Donc forcément, on a des carcans entre guillemets plus importants. Après, on est quand même capable de sortir du carcan parce que, comme on se l'a dit, il y a une compétition tellement forte entre nous qu'on est obligé de sortir du carcan de toute façon. Après, oui, il y a des différences. Il y a des différences aussi. Logique de groupe ou pas du tout Oui, il y a des logiques de groupe, il y a des cultures entre guillemets de groupe qui sont différentes. Après, encore une fois, le temps aussi joue pour nous à ce niveau-là, parce que quand Kana a fêté ses 20 ans il y a 2 ans maintenant, quand tu as 20 ans, tu es surtout dans un groupe comme le nôtre, tu as acquis une certaine expérience, solidité et compagnie qui font que ta très très haute direction, elle t'écoute, elle te croit et elle te suit surtout, quoi.
Oui, bah effectivement, oui. Je pense que c'est pas le même quotidien, mais je pense que ce soit dans un schéma ou dans l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Pour Pika, qui fait partie du groupe Hachette, bon bah il y a une assise financière qui est juste, voilà, qui est plutôt rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on nous bride, hein, on peut tout à fait tenter des choses. La collection Pied Graphique en est le meilleur exemple. Cette collection grand format, c'est un challenge de la maintenir. Mais il faut argumenter, il faut calculer en fait ce que ça coûte et ce que ça peut rapporter. Et on peut tout à fait être entendu, même si on est dans un grand groupe, et tenter des choses différenciantes. Après, ouais, pour avoir vécu un peu les deux, parce que c'est vrai qu'à Kata, avant d'être indépendant, on a travaillé pendant une dizaine d'années pour le groupe Delcourt. La dynamique est pas la même, les logiques sont pas les mêmes, et alors c'est super confortable de travailler dans un grand groupe parce qu'effectivement, il y a une assise commerciale, il y a une structure derrière qui peut soutenir des projets, et quelque part, on peut se concentrer sur un aspect purement éditorial. Qui est vraiment confortable, mais en même temps, il y a aussi une logique de rentabilité plus immédiate. Enfin, il y a des objectifs clairement qui peuvent être placés, et des fois, il peut y avoir un peu de frilosité. Et justement, il faut toujours faire valider beaucoup de choses. Depuis qu'on s'est remis en indépendant, c'est vrai que ouais, on s'amuse beaucoup en fait, parce que bon. Après, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est indépendant qu'on fait n'importe quoi. Au contraire, on doit être 3 fois plus vigilant. Ça veut dire que quelque chose où on va se planter, ça va être 2 fois plus dangereux que pour un grand groupe. Donc, même si on a des envies et qu'on fait des choses, en fait, de la même manière que dans un grand groupe, on va tout calculer pour savoir où on va et calculer le risque. Parce que le risque, il est 3 fois plus important. Alors après, ça veut dire qu'on veut s'amuser, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire. Bon, bah, c'est comme quand on a créé la collection What the Fuck. Je ne sais pas si on aurait pu le faire ailleurs, quoi, parce qu'on avait envie de faire des livres, on y a été à fond, et on a publié un ouvrage comme Ladyboy versus Yakuza. Je pense qu'on l'aurait présenté à l'époque chez Delcourt, tout le monde nous aurait regardé avec des yeux ronds, genre mais vous êtes complètement dingue, quoi. Et là, on y a été, on a foncé. Et voilà. Alors après, pour revenir sur l'idée de ça, c'est assez intéressant parce que bon, on est dépendant des grands groupes japonais, mais par exemple mes best-sellers, ils viennent pas des grosses entreprises japonaises. C'est-à-dire que mes best-sellers actuels, ils sont plutôt chez des entreprises comme Futabasha, qui est une toute petite boîte. Enfin, c'est une boîte d'édition historique au Japon, mais c'est pas Shueisha, c'est pas Kodansha, c'est pas Shogakukan. Et en fait, on a l'habitude en tant que petite entreprise indé de devoir aller chercher des titres qui sont pas forcément justement validés par le Japon. Bon, il se trouve que Orange a été validé au Japon aussi, mais on a réussi à faire des best-sellers avec des ouvrages qui sont pas là-bas forcément non plus des best-sellers. Et ça fait que bon, on est dépendant des Japonais, mais on a un peu quelque part l'habitude de jongler avec justement parce qu'on a moins de trésorerie, parce qu'on peut faire des moins gros chèques. Parfois, on peut pas avoir les titres qu'on espère avoir. Donc, on a l'habitude de rebondir. Et bon, on est dépendant comme tout le monde, mais peut-être que ça nous donne une autre flexibilité. Alors, moi, mon point de vue est un peu différent parce que Kurokawa fait partie de la société Univers Poche, qui fait partie du groupe Editis. Donc, contrairement à Canadargo ou Pika Hachette, nous, on est principalement un éditeur de livres, de romans, de ce qu'on appelle du noir, c'est-à-dire des livres sans images. Et du coup, c'est vrai que Kurokawa est un peu un ovni au milieu de tout ça. Mais justement, moi j'ai ce double avantage d'être un ovni dans un groupe sérieux où justement, dès que je présente un projet un peu chelou, genre le manga sur les hémorroïdes par exemple, on dit ah oui mais c'est les mangas, c'est bizarre, voilà, il faut que jeunesse se passe, et voilà, et on me laisse faire. Donc j'ai quand même une grande liberté par rapport à ça. Mais je dirais que la principale, l'aspect le plus confortable d'être dans un groupe, c'est que d'une manière générale, dans le milieu de l'édition, ça marche pas toujours, quoi. T'as des hits, t'as pas des hits, t'as des hits, t'as pas des hits. Et tous les éditeurs qui sont aujourd'hui présents dans le salon du livre pourront le confirmer. Tu lances 50 bouquins et tu vis sur 3 ou 4 en fait. Donc l'avantage d'être dans un groupe, c'est que l'année où les mangas marchent pas, t'as Pocket Jeunesse qui marche. L'année où Pocket Jeunesse marche pas, t'as Pocket qui marche, etc., etc. Tu vois, nous, Kurokawa, on a été très haut pendant des années, et au moment où Pocket Jeunesse allait très mal, et entre la fin de Fullmetal Alchemist et le début de Pokémon, c'était un peu plus compliqué. Boum, Pocket Jeunesse sort Hunger Games, bim, 3-4 millions d'exemplaires. Donc du coup, la baisse de l'un est compensée par la montée de l'autre, et vice versa.
Donc tu as cet avantage-là. Il y a aussi autre chose quand tu es dans un grand groupe. Alors nous, pour le coup, on est un groupe Editis, c'est gigantesque. Ils ont donc leur propre système de distribution. C'est que Editis publie Kurokawa, mais ils distribuent aussi Kiyun et Akata. Ce qui leur permet de dire de manière un peu large qu'ils ont un catalogue très, très, très grand. C'est-à-dire que ils ont Kurokawa, mais aussi ils peuvent dire, le distributeur de Editis peut dire aussi à une petite librairie indépendante qui aime bien les trucs un peu barrés, oui mais regardez, au catalogue on a aussi Akata, même si moi j'ai rien à voir avec Akata, le mec qui est au-dessus du mec qui est au-dessus du mec qui est au-dessus de moi peut dire au commercial, ben voilà, t'as plusieurs catalogues manga, donc tu peux te spécialiser selon les librairies. Donc l'avantage du grand groupe, c'est que tu peux avoir un éditeur en interne qui fait du gros, du industriel, mais tu peux aussi distribuer des gens plus petits parce que ton but dans la vie quand tu es gros, c'est de faire en sorte aussi, enfin en tout cas Editis est un groupe qui fait très attention aussi à conserver, et ça c'est une chance qu'on a en France, de conserver un maximum de points de vente. Là où dans d'autres pays, les librairies ont un peu disparu, Editis fait gaffe à ça, et donc ça permet de ventiler une offre. Je pense que la plus grande force de l'indépendance, c'est sa liberté de stratégie par rapport à l'éditeur de groupe. C'est-à-dire que je peux prendre avec mon associé la décision tout seul dans mon salon de se dire qu'on va faire le pari de se développer de manière très forte sur la création originale, d'ouvrir un bureau à Tokyo, de parier sur des auteurs complètement inconnus et de développer des séries avec eux pendant 3 ans sans qu'elles soient publiées en France. Et je pense que si un de mes confrères ici va voir son contrôleur de gestion pour lui dire hey, « que dirais-tu de dépenser 300 000 € pour un projet qui va peut-être pas marcher pour dans 3 ans ?» on risque de leur dire non. Donc c'est cette liberté-là qui est aussi... Tout dépend du projet. Hein. Mais cette liberté-là, c'est la plus grande de nos forces, je pense. Et le plus gros des désavantages, c'est évidemment qu'on a une sécurité financière qui est moindre que celle de nos confrères. Je pense qu'on peut parler encore pendant des heures et des heures de la place du manga en France, mais je pense que je dois aussi vous laisser un petit peu la parole. Il nous reste quelques temps. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. J'avais une question un peu plus large, pas forcément donc sur le manga, mais sur le manhwa chinois et la bande dessinée coréenne, qui s'appelle le manhwa, il me semble. Et donc, voilà, quel est votre avis sur ces titres, sachant que ça n'a pas du tout le même mode de production qu'au Japon. Est-ce que vous pensez que c'est à vous d'accompagner ce marché-là chinois et coréen, voire d'Asie du Sud ? Parce qu'il y a aussi la bande dessinée Singapour ou d'autres régions, donc on va dire la bande dessinée asiatique. Voilà, je sais que Kana donc, a publié Lee Kun-woo, par exemple, qui a un peu amené la bande dessinée chinoise en France. Et voilà, est-ce que vous avez des projets donc hors Japon ? Et donc, est-ce que le manga ne sera plus le manga, mais la bande dessinée asiatique ? Allô, ouais. Donc oui, nous on a la chance en effet chez Kana, ce que je disais au tout début, d'avoir un catalogue très éclectique, hein, puisque grâce à Naruto, à Death Note et compagnie, les fondateurs de Kana ont toujours velléité en fait à pas s'arrêter là et à proposer justement, en gros via nos catalogues, nos collections Made in et Sensei, en effet comme vous avez dit, du Lee Kun-woo, on a de la BD coréenne, enfin voilà, on est vraiment très large à ce niveau-là. Oui, nous on a vocation et envie de continuer dans ce sens-là. Parce que, historiquement, entre guillemets, Kana a été créé pour proposer cette exhaustivité-là. Après, je ne vais pas vous dire de bêtises non plus. Hein. Évidemment, il faut avoir du Naruto pour pouvoir éditer du manhwa coréen ou chinois. Parce que malheureusement, alors sur Lee Kun-woo, avec une vie chinoise, on a eu un vrai beau succès d'édition et commercial. Mais malheureusement, ça reste quand même... très compliqué commercialement parlant. On n'a pas eu beaucoup de gros succès dans ces collections-là. Oui, c'est un peu compliqué hein, parce en tant qu'éditeur. C'est vrai que dans la BD asiatique hors Japon, il y a plein de choses absolument vraiment passionnantes. Hein, Indonésie, tous ces territoires aussi.
Après, nous, quand on s'est lancé en indé, en fait, avant de faire du manga japonais, notre première BD, ça a été une BD taïwanaise qui parlait des cultures sidiques, donc des aborigènes de Taïwan. On a fait vraiment beaucoup de publicité, et c'est très difficile. On a fait des BD coréennes, des BD taïwanaises, on a fait une BD de Hong Kong aussi. Et c'est vrai que en fait, faire des BD de ces territoires-là qui ressemblent à du manga mal fait, ça ne nous intéresse pas du tout en tant qu'éditeur parce que ça n'a pas la spécificité culturelle qui est intéressante. En fait, le manga, il exprime aussi une culture bien précise. Et tous ces territoires-là, ils ont des cultures complètement différentes de la culture japonaise. Et c'est ça qui est passionnant, c'est pouvoir véhiculer, en fait, de faire une mondialisation culturelle positive. Ça veut dire on apprend de l'autre et de l'altérité. Et dans ces BD-là, il y a plein de choses qui s'expriment de ces autres cultures-là. Simplement, on a fait ça, on a perdu beaucoup d'argent. On est encore en train d'éponger cet argent-là qu'on a perdu. Donc en tant que petite structure indé, ouais, on a envie, mais c'est trop difficile à porter pour le moment. Ce qui est compliqué avec les bandes dessinées asiatiques, c'est qu'il va y avoir deux types de bandes dessinées asiatiques. Les bandes dessinées asiatiques qui respectent, comme l'a dit Bruno, les spécificités de leur territoire, et les bandes dessinées notamment coréennes et chinoises qui vont essayer de faire manga. Parce qu'on va pas se mentir, le manga japonais s'exporte très bien, que ce soit en Thaïlande ou en Corée. Et c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on publie des bouquins coréens qui essaient de ressembler à des mangas japonais, ou est-ce qu'on publie de la vraie BD coréenne qui encore est en pleine transmutation, parce qu'avec l'explosion des tablettes et des smartphones, désormais le plus gros de la production coréenne en termes de BD, ça va être du webcomic. Donc est-ce qu'on fait du webcomic coréen ? Sous quelle forme ? Il y a une question de format aussi à se poser, si on veut faire de la bande dessinée asiatique. En tout cas, ouais, vous parliez de manhwa. C'est vrai que nous, il y a beaucoup d'auteurs coréens qui nous intéressent, mais c'est un pays, en fait, les rayons là-bas, c'est passionnant parce qu'ils exportent tout ce qui se fait de mieux comme manga japonais, mais ils ont aussi une grosse culture BD franco-belge et comics américains. Donc les artistes sur place font beaucoup de romans graphiques. Et ça, pour notre collection pyrographique, qui n'est pas tournée que vers les auteurs japonais, mais vers les auteurs asiatiques en général, c'est des choses qui nous intéressent et on veut les mettre dans cette collection pour les mettre aux côtés d'auteurs japonais déjà connus, déjà validés du public, pour que ces auteurs japonais entraînent ces artistes qui sont tout aussi talentueux. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, mais c'est quand même, il y a quand même un gros vivier de talent là-bas. Merci. Alors en fait on dépasse le temps, je suis désolé, on a beaucoup parlé, il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu mettre comme la BD numérique, etc. Je vais quand même te couper la parole très rapidement pour dire que moi j'ai un gros problème avec le concept de bande dessinée asiatique en fait, parce qu'il y a tellement de différences entre la bande dessinée chinoise, taïwanaise et le manga japonais. Parfois on a beaucoup plus de proximité avec la bande dessinée franco-belge ou le comics même éventuellement, que je trouve ça très difficile de rassembler ça sous un même nom. Et de la même manière j'ai beaucoup de mal dans certains festivals quand on essaye de nous mettre dans des bulles manga où on met les Chinois, les Philippins, les machins, ça n'a rien à voir et c'est très compliqué de mettre ça sous la même bannière. Voilà, j'ai fini. Voilà. Je suis désolé, je vais devoir couper parce qu'on dépasse le temps. En tout cas, merci. Il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas abordés, comme la BD numérique, le manga. Voilà. Il y a plein de trucs à parler. Je pense que c'est partie remise pour une autre table ronde qui était fort passionnante et j'espère que vous êtes bien content aussi. J'espère que vous êtes bien content aussi, vous aussi. Merci encore et puis à bientôt au Salon du Livre. Au Livre Paris, ça a changé. Et vous pouvez les applaudir, tous ces intervenants, tous ces éditeurs qui, grâce à eux, le manga va très bien. Merci encore.